Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'instant de belgitude numéro 21 que je vous ai concocté et qui s'intitule Est-ce la fin de la Belgique? Tout d'abord, notre déclin en Belgique ne date pas d'hier. Commençons par parler des crises récentes qui ont secoué la Belgique. Deux fois, la Belgique n'a pas eu de gouvernement fédéral pendant un très long laps de temps. Heureusement, en Belgique, nous avons 6 gouvernements, dont 3 régionaux et 2 communautaires et un fédéral. Durant ces deux crises qui ont secoué la Belgique, le gouvernement fédéral était en affaires courantes, ce qui veut dire que lorsqu'un gouvernement a perdu la confiance du Parlement, il doit continuer à gérer le pays, comme vous l'aurez compris, jusqu'aux prochaines élections concernant les affaires courantes. La première crise commença en juin 2007, après les élections législatives. Il y eut une crise parlementaire qui dura près de 194 jours. De nouveau, la situation se dégrada en avril 2010, alors qu'après les élections législatives, la NVA arriva en tête en Flandre et le PS en Wallonie, ce qui créa des différends, car ces partis ne sont pas d'accord pour former un gouvernement et peu de temps après, les tensions vont être ravivées quand il sera question de l'arrondissement linguistique de Bruxelles-Halle-Vilvoorde. La situation va commencer à se régler quand de nombreux partis vont se rapprocher et s'accorder sur un programme budgétaire commun. Ce n'est finalement qu'en décembre 2011 que la situation, qui fut déjà chaotique, va enfin arriver à son terme avec la nomination comme Premier ministre d'Elio Di Rupo par le roi Albert II en date du 6 décembre 2011, ce qui clôturera cette crise qui aura duré près de 541 jours. La Belgique aura réussi l'exploit de battre son propre record, même si, soyons honnêtes, c'est un triste record. Durant les élections législatives de mai 2019, la Belgique, depuis plusieurs mois, se trouvait dans une situation où le gouvernement était minoritaire depuis décembre 2018, quand le gouvernement de l'époque, dirigé par Charles Michel, était devenu minoritaire, car la NVA s'était retirée de la coalition gouvernementale à cause de l'adoption du pacte de Marrakech par la Belgique. Par la suite, pendant près de 652 jours sans gouvernement, soit 21 mois, enfin en date du 30 septembre 2020, les 7 partis ont conclu un accord pour former une coalition majoritaire avec à sa tête comme Premier ministre de ce nouveau gouvernement Alexander De Croo. Tout d'abord, la Belgique compte plusieurs règles qui complexifient la formation d'un gouvernement, comme par exemple dans le collège électoral néerlandophone, pour être élu, il faut beaucoup moins de voix que dans les autres institutions de pouvoir pour avoir un premier élu, fracturant encore par conséquent le paysage politique avec des gens qui souvent sont des nouveaux venus de la politique. Aussi, il n'y a pas de liste bilingue, ce qui entraîne souvent des blocages à la différence de l'échelon local où cela existe. Les partis sont irresponsables. Il y a aussi le fait que les résultats sont très différents entre la Flandre et la Wallonie, ce qui constitue de sérieux problèmes. Depuis les années 70, l'exécutif se dépouilla de plus en plus de ses compétences au profit des communautés et des régions, ce qui constitua un grand danger, car malgré que je me définisse comme féodaliste et que par conséquent je considère que la décentralisation du pouvoir comme un moyen d'avoir la possibilité de sauver les différentes langues et patois régionaux, cependant quand cette fédéralisation est au profit des nationalistes flamands qui mettent à mal l'unité de la Belgique, c'est là que les problèmes commencent, car cela va donner à ces nationalistes flamands la possibilité de demander encore plus de concessions de la part du fédéral, devenant de facto une coquille vide. Il est vrai aussi que ces politiques fédéralistes étaient aussi à l'initiative des Wallons, en particulier des syndicalistes, qui, à l'issue des grèves de l'hiver 1960 à 1961, voulaient plus d'autonomie régionale, tandis que les Flamands, c'était plus de l'ordre de l'autonomie culturelle. Cette histoire linguistique remonte à l'indépendance de la Belgique, où en 1830, la Révolution belge, qui fut majoritairement conduite par des notables qui ont voulu imposer le français comme langue unique, de façon insidieuse, car selon leur dire, les gens pouvaient parler la langue qu'ils voulaient. Cependant, c'est cette classe de bourgeois qui parlait le français, alors que la majorité des gens s'exprimaient en wallon ou en flamand, ou en d'autres dialectes et langues régionales. C'est au moment fatidique de l'élection du Congrès national de novembre 1830 que beaucoup de bourgeois, qui pour beaucoup vouaient une admiration sans faille pour la Révolution française, que j'aime aussi appeler la Révolution anti-française ou la Révolution gauchiste mondiale,
de 1789. Bref, la création de la Belgique commençait sur des fondations déjà bien pourries. La Wallonie allait, après la Seconde Guerre mondiale, vivre un appauvrissement économique avec les mines de charbon qui se sont appauvries, tandis que les Flamands se sont industrialisés beaucoup plus. Ce qu'il va se passer, c'est que leur population va augmenter, mais aussi la représentativité des Flamands va s'accroître avec la fin des recensements, qui souvent en fonction des suffrages pouvaient faire varier les frontières linguistiques. Ce phénomène était accentué surtout à Bruxelles, où de plus en plus les communes où les francophones étaient majoritaires s'étendaient. Cependant, le recensement de 1947 a été rejeté en bloc par les Flamands qui considéraient que les questions furent posées de façon malhonnête et que par conséquent, c'est à ce moment qu'il n'y a plus de recensement linguistique conduisant à la fixation de la frontière linguistique définitivement appelée aussi l'unilinguisme territorial. Il n'échappera à personne qu'un pays qui n'est pas très grand va de facto dépendre de ses voisins ou des pays se situant en dehors des frontières de l'Occident. La Belgique est plus dépendante au niveau des biens stratégiques avec les USA, même si cela commence à changer avec la Chine qui s'impose de plus en plus. La rupture de l'importation de ces biens stratégiques entraînerait une perte de 4 milliards de valeur ajoutée pour la Belgique. Déjà en décembre 2021, la Belgique dépendait de beaucoup de pays étrangers concernant près de 158 produits de grande importance stratégique. À l'époque, quand j'avais rédigé mon article concernant le Congo, j'avais débunké les mensonges historiques à son sujet, mais aujourd'hui nous allons nous pencher sur le fait que même si je trouve que la colonisation du Congo et du mandat international conféré par la SDN pour le Rwanda et le Burundi fut une énorme erreur, néanmoins à l'époque, la Belgique avec l'aide de ses colonies, car en effet l'EIC a exploité le Congo, et a permis à de nombreux bourgeois de s'enrichir, ce qui est vraiment abominable. Cependant, à cause de celle-ci, elle a pu s'enrichir et elle ne devait pas aussi dépendre du monde actuel globalisé, ce qui va probablement aujourd'hui mener à la fin de la Belgique. Il est aussi intéressant de noter que contrairement au narratif gauchiste, le site mémoire du Congo.ve expliqua que certes, il y aurait eu sous l'État indépendant du Congo 500 000 à 1 million de victimes. Cependant, contrairement au narratif gauchiste, non, ce chiffre n'est pas seulement dû à l'EIC, mais aussi l'esclavagisme de la part des arabo-musulmans qui étaient encore présents, mais aussi de nouvelles maladies qui apparaissaient, notamment aussi les conflits qui existaient entre les différentes tribus et aussi le fait que toutes ces tribus vivaient dans des conditions très compliquées. La Belgique ne s'est pas enrichie avec le Congo. Le gain n'aurait été que de 192 millions d'euros, représentant moins de 0,1% du PIB de la Belgique en 1908. La Belgique avec le Congo avait cependant un atout géopolitique majeur. Comme nous avions pu le voir sur mon article concernant le Congo, la Belgique, grâce à sa colonie, tenait une place très stratégique dans la géopolitique mondiale de la première moitié du XXe siècle, notamment avec le Congo, qui avait une position stratégique au cœur de l'Afrique et qui possédait aussi les mines d'uranium, notamment du Katanga, dont la plus célèbre était celle de Shinkolobwe. Notamment de permettre aussi que la Belgique, avec ses colonies, a pu avoir une place plus importante internationalement qu'aujourd'hui, où elle ne joue plus aucun rôle sur la scène politique internationale. La Belgique fut dans les années 50 l'un des pays qui fut l'un des instigateurs le plus fervent de la création de l'Union européenne, qui au départ était la communauté européenne du charbon et de l'acier. Il est vrai que la Belgique, avec la fin de l'époque coloniale et le début du marché commun, a vu son revenu par habitant tripler. Mais la Belgique a vu sa souveraineté diminuer, s'alignant sur les politiques de l'UE, ne cherchant pas une réelle indépendance géostratégique, ce qui pourrait lui jouer des tours à l'avenir si une troisième guerre mondiale éclatait, car la neutralité est toujours préférable. Grâce à l'Union européenne, la Belgique a un très grand marché de 450 millions d'habitants. La Belgique, même si elle verse près de 6 733,5 millions d'euros à la destination du budget européen annuellement, elle reçoit néanmoins 11 576,1 millions d'euros. Ce qui est problématique, c'est qu'avec ces aides de l'UE, elle devient de plus en plus dépendante de celles-ci. La Belgique a aussi des défis concernant le fédéralisme et évidemment certaines contradictions qu'il peut y avoir avec l'UE, notamment avec les différentes entités fédérées
La preuve ultime que la Belgique délègue beaucoup plus ses prérogatives à l'UE est qu'elle a placé en son sein à Bruxelles une institution qu'est la Commission européenne, une preuve de plus que la volonté de soumission de la Belgique et sa volonté d'annexion à l'Union européenne. Cette actualité démontre bien que même si l'Union européenne a permis qu'il n'y ait plus de guerre au sein de l'ensemble géopolitique depuis 80 ans, cependant les conflits se sont exportés hors des frontières de l'UE et de plus en plus les vieilles querelles entre États reviennent et cette actualité le souligne bien, car un politicien néerlandais il y a quelques mois du nom de Martin Bosma a expliqué à l'ambassadeur français François Alabrune que, je cite, en cas de scission, la Flandre irait aux Pays-Bas et la Wallonie à la France. On pourrait se dire que ce ne sont pas des personnes très haut placées, cependant, ce genre d'idées risque dans les années à venir de se répandre comme une traînée de poudre. Nous sommes des frères et sœurs européens et non pas un vulgaire gâteau que chacun se partage. Faisons face aux défis que nous réserve le XXIe siècle ensemble et ne répétons pas les erreurs du passé. Ce qu'ils ont proposé me rappelle ce qu'il s'est passé en 1795 au partage de la Pologne-Lituanie, qui était affaiblie entre ses voisins de l'Empire d'Autriche, de la Prusse et de l'Empire russe. Oui, la Belgique est en grande position de faiblesse avec les différentes failles du système fédéral, les gouvernements qui prennent de plus en plus de temps pour se créer, la Belgique qui est de plus en plus dépendante sur le point de vue du marché international, et qui pousse de plus en plus pour être intégré dans cet ensemble qu'est l'Union européenne, et aussi la fin de la présence géopolitique internationale de la Belgique avec la perte du Congo belge en 1960. La Belgique étant aujourd'hui à la merci des grandes puissances internationales. En tout cas, vive Dieu et qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Vive la Belgique, vive le roi et vive l'Occident. À très bientôt pour une prochaine vidéo.